honorable assistance, cher maître, je tiens à remercier Monsieur Mrarbi pour avoir accepté cette proposition d'atelier, de m'accompagner aujourd'hui pour vous parler un petit peu d'un thème qui est très cher aux ORL, d'une chirurgie qui reste quand même passionnante. Comme introduction, vous le savez tous que l'autospongiose est une ostéodystrophie de la capsule otique qui aboutit à une fixation de l'étrier. Elle se manifeste au départ par une surdité de transmission qui peut évoluer vers le temps vers une surdité mixte, voire une labyrinthisation. Son épidémiologie, enfin, elle est variable en fonction des régions dans le monde. Quand même, elle reste assez élevée dans des pays comme les États-Unis, assez rare ou bien dans l'Afrique noire ou bien en Asie. L'Algérie reste quand même un pays où l'incidence elle est assez modérée. Elle présente une prédominance nette féminine avec 2 à 3 femmes pour un homme. 20 à 50% des formes sont des formes familiales avec un mode de transmission autosomique dominant à pénétrance variable. Sa physiopathologie, quand même, elle reste assez complexe et méconnue. L'incrimination de plusieurs gènes, tels que le gène OTSC1-10 et des chromosomes tels que le 7q22 avec le gène FOXL1 qui est incriminé. À un certain moment, on a même incriminé le virus de la rougeole dans la genèse de cette pathologie, des facteurs hormonaux et bien évidemment des facteurs immunitaires. Donc cette complexité aboutit à une physiopathologie qui reste quand même pas très bien maîtrisée, avec un déséquilibre entre les molécules responsables de la genèse de l'os et les molécules responsables de la dégradation de l'os. Donc ce qui aboutit à un phénomène sclérotique inactif qui aboutit in fine à la fixation de l'étrier avec au départ une surdité de transmission. Cette surdité de transmission va aboutir à fixer l'étrier et abolir justement le rôle de ce ligament alunaire qui joue un petit peu un rôle dans l'impédance et la transmission en même temps de l'onde sonore. Donc cette pathologie au départ, on peut avoir une fixation très légère de la chaîne qui aboutit à des foyers de plus en plus volumineux jusqu'à être oblitérant de la fenêtre vestibulaire. La clinique, comme je l'ai dit, elle est simple. Elle se résume en une hypoacousie progressive, parfois une paracousie de Willis, des acouphènes et des sensations vertigineuses. Le tympan, il est normal. Parfois, on peut visualiser une tache rose rétrotympanique qui est la tache de Schwartz. La triade de Holmgren, elle peut accompagner absence de cérumen, absence de réflexe tussigène à l'introduction de spéculum, avec une acométrie, un examen au diapason qui nous oriente vers une surdité de transmission. L'audiométrie fonction tonale liminaire présente au départ une surdité de transmission pure avec un coche de Rosen. Elle peut entamer au fur et à mesure une labyrinthisation jusqu'à aboutir à des stades très avancés, à ce qu'on appelle des atrophies labyrinthiques. Le réflexe tapédien il peut être aboli. On peut retrouver un phénomène on-off dans certains cas d'autospongiose débutante. Le scanner des rochers retrouve tout son intérêt dans le diagnostic et l'étude préopératoire d'éventuelles malformations associées. On peut avoir des hypodensités prestapédiennes, un épaississement platinaire, avec une classification de Veillon qui nous montre les différents stades. Cette hypodensité, elle peut être sans contact cochléaire, elle peut avoir un contact avec la lumière endocochléaire et aboutir in fine à des gros foyers périlabyrinthiques. Donc le scanner et la clinique permettent de poser le diagnostic. La chirurgie, quand on opère, on va vérifier en même temps notre mobilité de la chaîne ossiculaire. Donc certains cas, le diagnostic n'est pas très évident même en opératoire. Il y a certains outils maintenant dans la littérature, on les retrouve tels que les minimal invasive intraopérative laser vibrometry dans les cas où vous suspectez une autospongiose cliniquement, mais en opératoire, vous n'êtes pas très sûr que l'étrier est fixé ou pas. Donc, c'est un outil qui peut nous aider pour améliorer le diagnostic. La prise en charge, elle se fait en discussion avec notre patient, propose toujours la chirurgie et bien évidemment les autres alternatives thérapeutiques. Il peut être ne pas accepter la chirurgie, la prothèse auditive, dans ce cas-ci, peut être proposée.
Donc, en péropératoire aussi, on peut être parfois amené à rechercher certains signes. Enfin, j'ai fait dans ma revue de la littérature, on a retrouvé des auteurs qui vous parlent du white spot. Donc, cette tache blanche en avant de la fenêtre vestibulaire, donc qui peut être retrouvé dans 40% des cas des autospongioses, qui peut nous confirmer aussi, confronter dans notre diagnostic. La chirurgie, on a plusieurs outils, ça dépend des moyens disponibles et des habitudes du chirurgien. Vous pouvez faire un microperforateur, ou bien autour, ou bien au laser s'il est disponible. Elle peut se faire sous microscope ou bien sous endoscope. Vous pouvez faire des platinotomies, vous pouvez faire des platinectomies avec interposition ou bien sans interposition. Bien évidemment, c'est une chirurgie qui est très bien codifiée. Le professeur Mrarbi va en parler ultérieurement, il va vous montrer. Elle peut exposer notre patient à plusieurs complications, telles que la fracture platinaire, la platine flottante, un geyser labyrinthique, des traumatismes de la deuxième portion du nerf facial, des chirurgies tympaniques ou bien des dyscusies par lésion de la corde du tympan. Les complications post-opératoires immédiates, vous pouvez avoir des fistules labyrinthiques avec des pénétrations prothétiques du piston en intravestibulaire. Et bien évidemment, vous pouvez avoir des complications tardives telles que les granulomes intralabyrinthiques, les labyrinthites, des hémorragies intralabyrinthiques ou bien parfois même des cophoses. Vous pouvez retrouver aussi des complications anecdotiques telles que le pneumolabyrinthe, qui est une pénétration de l'air à l'intérieur du labyrinthe. Elle peut être présente dès le premier jour en post-opératoire, mais elle peut aussi survenir à distance de la chirurgie. Vous pouvez avoir ultérieurement aussi des fibroses autour du piston qui vont venir fixer le piston et annihiler ainsi son rôle de transmission. Et on ne parlera d'échec que si vous avez une persistance 3 mois après l'intervention d'un déficit auditif. Ça peut être secondaire à une prothèse défectueuse, déplacée ou luxée, une lyse de la branche descendante de l'occlume, ou bien une luxation incudomyéliaire, des fibroses de la fenêtre vestibulaire, ou bien carrément des reprises de foyer autospongieux. Cette chirurgie, on y a toujours des perspectives d'amélioration, notamment dans le domaine de la chirurgie assistée, aussi des matériaux utilisés prothétiques tels que par exemple des prothèses bio-expansibles. Et bien évidemment, dans les diagnostics aussi, on peut diagnostiquer grâce à l'intelligence artificielle, grâce à l'utilisation de certains biomarqueurs, des diagnostics précoces avant même le début de la symptomatologie. Il y a certaines perspectives de thérapie ciblée, telles que des biphosphonates de 3e génération. Et bien évidemment, actuellement, on ne peut intégrer le patient que dans le cadre d'une médecine personnalisée dédiée à tout un chacun. Et je vous remercie. Et j'appelle Monsieur Mrarbi pour la suite. Voilà, à toi mon ami. Merci Shafiq. Donc, comme tu vois, j'avais préparé un atelier complet au cas où tu serais pas là comme l'avait prévu Monsieur Saheb. Et heureusement qu'on t'a attendu un peu. Donc, tu as brillamment parlé donc de tout ce qui est donc aspect diagnostic, physiopathologie et clinique de l'autospongiose. Je vais essayer de vous parler un petit peu du chapitre thérapeutique, chirurgie en elle-même. Donc, la chirurgie de l'autospongiose est une très belle chirurgie. C'est une chirurgie raffinée qu'on est fier de maîtriser. C'est l'occasion de rendre hommage à nos maîtres qui nous ont appris cette chirurgie. Professeur Hasbelaoui et professeur Boujina sont dans la salle. Ils m'ont appris cette chirurgie depuis que j'étais résident et je la considère comme étant le fleuron de la chirurgie otologique. C'est une chirurgie qui est codifiée et qui est raffinée, qui a besoin de plusieurs années d'entraînement, qui a besoin d'un compagnonnage et qui nous apprend surtout à rester humble. Donc les difficultés de cette chirurgie, ce sont donc au-delà des variations anatomiques, donc chaque patient est un patient. Les conduits auditifs externes sont la voie d'abord donc de notre chirurgie. Ils sont différents. On peut avoir la chance d'avoir des conduits qui sont très larges, qui peuvent nous faciliter l'accès à la caisse. Des fois, certains peuvent s'avérer être des sacerdoces. Donc, il y a l'exposition aussi de la fenêtre vestibulaire qui n'est pas tout à fait possible à chaque fois, qui nécessite une encoche de Rosen très importante. Et surtout, c'est une chirurgie qui est purement fonctionnelle. Donc, quelque part, on a un devoir
de résultat quand on opère une autospongiose. C'est pas une chirurgie lésionnelle, c'est pas une chirurgie où le lésionnel passe en premier lieu. Là, le patient est en droit de vous exiger un diagnostic. Donc, il faut très bien savoir mettre l'indication et analyser et le profil du patient et le profil audiométrique que vous avez chez vous. Donc, les gages de sécurité de cette chirurgie, qu'on appelle chirurgie platinaire, c'est de maîtriser tous les éléments qui peuvent nous faire justement contourner ces difficultés. À savoir, il faut maîtriser toutes les variantes chirurgicales. Il ne faut pas se contenter. C'est vrai qu'on peut avoir une appétence pour une certaine variante, pour une certaine technique, mais il faut savoir maîtriser, si vous voulez, toutes les autres techniques. Il faut connaître les techniques de réparation tympano-ossiculaire. Vous opérez, vous ouvrez une caisse, vous touchez à un tympan, vous touchez à des osselets. C'est vrai que votre but est d'aller, si vous voulez, faire une platinotomie, une stapédectomie, mais vous devez connaître des incidents peuvent arriver au cours de route. Donc, il faut savoir comment réparer cette chaîne tympano-ossiculaire. Et il faut bien sûr s'adapter au matériel. On n'a pas toujours le matériel adéquat avec nous. Il faut savoir opérer. Je vous dis pas d'opérer avec rien du tout, avec un matériel qui peut mettre en péril votre intervention, mais il faut savoir utiliser une tréphine avant de savoir utiliser un laser. Donc pour l'anesthésie, il faut y avoir une très bonne collaboration avec votre anesthésiste. Donc on opère généralement, on dit qu'on opère sous anesthésie en hypotension contrôlée. L'anesthésie locale est possible quand les patients sont bien choisis. Il faut pas avoir des patients pusillanimes. Il faut bien choisir ses patients, mais elle est très faisable, elle est très possible. Elle apparaît de plus en plus avec le regain aussi de la chirurgie ambulatoire de l'autospongiose. L'installation du patient, je vais essayer d'être rapide parce que j'ai des vidéos. L'installation du patient est primordiale. Et là aussi, la morphologie du patient aide aussi ou ne vous aide pas dans certaines situations à opérer votre patient. Parce que, idéalement, il faut casser la tétière pour avoir votre tête, votre oreille un petit peu dans un plan purement horizontal pour que vous ayez cette vision-là. Et pas cette vision-là. Sinon, vous allez trop becquer le microscope pour pouvoir accéder à votre région platinaire. Donc, il faut avoir une vision horizontale. Donc, il faut casser la tête. Enfin, casser la tétière. La tétière du patient pour avoir la tête dans un plan où il vous permet de bien visualiser votre région stapédienne. L'instrumentation, je vais vous faire grâce de l'instrumentation. Donc, rapidement, on passe à ces quelques vidéos. Donc, l'infiltration, la voie qu'on a choisie, il y a plusieurs voies d'abord. Il y a la voie endorale, enfin, il y a la voie du conduit qui est si vous voulez, la voie que tout le monde par laquelle tout le monde a commencé à maîtriser l'autospongiose. Il y a la voie endorale qui est un peu plus élargie et qui permet d'aborder des conduits un peu plus capricieux. Et il y a actuellement le regain de la voie endoscopique. Donc, pour l'infiltration, c'est un temps qui est primordial. En fait, l'infiltration, c'est... Madame ? Je vous ai dit, donc, l'infiltration, c'est un temps qui est primordial. C'est l'infiltration qui va, si vous voulez... Non, c'est une coupure d'électricité. Donc, c'est l'infiltration qui va vous rythmer un petit peu ou qui va vous donner le temps de votre intervention. Si vous faites une bonne infiltration avec une bonne hydrodissection, vous avez déjà fait une bonne partie du travail. Ça va vous limiter le saignement, bien sûr, le saignement péropératoire, et ça va surtout vous faire cette hydrodissection qui va vous permettre, si vous voulez, à la fin, attendez, voilà. Donc, on utilise du sérum, bien sûr, adrénaliné. Donc, il faut avoir cet aspect. Donc, vous voyez, au début, on avait un tympan qui était hyperémié, donc avec sa vascularisation. Et là, lorsqu'on infiltre, on doit avoir cet aspect blanchâtre avec un bombement très significatif de la paroi postérieure du tympan et du conduit auditif externe. Ça, c'est primordial pour avoir votre hydrodissection. Ensuite, donc l'incision de votre conduit. Donc l'incision aussi du conduit, c'est un temps qui est très important.
lorsqu'on a commencé à faire l'autospongiose, on savait pas à quelle distance on allait inciser. On disait toujours à nos maîtres à 4 mm, on prend l'épaisseur d'un rosen, on prend 8 mm, est-ce qu'on prend plus de peau, plus de... Donc on savait pas trop comment on faisait ça. Et c'est avec le temps qu'on a appris un petit peu à trouver la distance idéale entre le sulcus et votre incision. Il faut pas que votre incision soit trop proche du tympan et il faut pas aussi qu'elle soit très très loin du tympan. Trop proche, vous risquez une déchirure de ce sulcus et du tympan. Trop près, vous allez avoir un lambeau qui est très grand et très épais et très large qui va vous rendre la chirurgie difficile. Donc il faut utiliser une instrumentation. Généralement, on utilise un rosen idéalement bien affûté. Il faut que votre incision dépasse un petit peu les midis et les cisures, surtout à midi, pour que vous ayez une exposition parfaite de la partie postéro-supérieure, donc de votre tympan. Donc voilà l'incision. Lorsque l'infiltration a été faite correctement, le saignement est minime. Vous n'allez pas avoir un saignement important. Et même si vous avez un saignement, il y a toujours des moyens pour juguler ça. On peut utiliser des boulettes de coton, on peut utiliser donc son aspiration en alternance donc à l'utilisation du rosen. Donc vous voyez, on cherche le contact osseux. Donc il faut aller chercher le contact osseux pour ne pas risquer une déchirure de notre lambeau. Ensuite, donc il faut décoller ce lambeau. Donc on garde le contact avec l'os. Donc on doit être strictement contre l'os. L'aspiration doit toujours être derrière le rosen. Donc, ils avancent ensemble, le rosen et l'aspiration. En fait, on protège. L'aspiration, des fois, elle peut être assez forte. On a eu des cas à mes débuts de déchirure du lambeau à cause de l'aspiration. Une aspiration trop forte peut vous aspirer votre lambeau et provoquer sa déchirure. Donc, toujours protéger un petit peu avec votre rosen en faisant votre dissection. Et voilà, et c'est là où je vous ai dit, idéalement, utiliser des boulettes d'adrénaline pour rendre la dissection facile et surtout quand vous avez un saignement assez important, utilisez des boulettes de coton. De une, elles vont assurer l'hémostase. Donc là, on travaille avec le rosen, on n'a pas encore utilisé le coton. De une, donc elles vont assurer l'hémostase, les boulettes de coton. Et de deux, elles vont vous permettre un petit peu de protéger votre lambeau en faisant, surtout pour les premières fois, parce qu'en fait, lorsque vous travaillez avec le rosen, il arrivera un moment où vous allez dépasser le cadre osseux. Et en dépassant le cadre osseux, c'est là où généralement les incidents sur le lambeau apparaissent, parce qu'on est surpris par cette marche d'escalier, donc entre le conduit et l'intérieur de la caisse. Donc en utilisant une boulette de coton, on tend un petit peu à se protéger de ça. Chose très importante aussi, à ce niveau, regardez là, quand on arrive à la partie strictement supéro, donc postéro-supérieur donc du tympan, vous allez trouver toujours des attaches à ce niveau, ici. Donc c'est des toujours toujours. Hein? Donc, tu me préviens la prochaine fois que... Donc, vous avez toujours ce ligament, ce prolongement du ligament tympano-malaire. Donc, ce ligament, il vient un petit peu vous gêner et vous freinez un petit peu le décollement du lambeau à ce niveau. Donc, à la partie toute supérieure, vers midi, un peu plus, avant midi, vous allez avoir ce ligament qu'il va falloir couper. Parce qu'en fait, si vous forcez avec votre instrument, vous allez avoir une déchirure du lambeau à ce niveau. On ouvre la caisse. Généralement, soit on prend la corde avec nous, c'est-à-dire lorsqu'on cherche strictement le contact osseux, généralement on prend la corde avec nous. Là, il faut la laisser partir avec le lambeau, comme sur cette vidéo. Si vous laissez votre corde qui reste en place, il va falloir la disséquer ultérieurement parce qu'elle va vous gêner donc la région
votre région vestibulaire, et surtout, vous pouvez la blesser lorsque vous allez faire votre encoche de Rosen. Donc, il est nécessaire, il est primordial de pousser votre corde tout à fait vers l'avant pour qu'elle soit en dehors du champ opératoire et pour qu'elle ne soit pas affectée, qu'elle ne soit pas sectionnée. Et quand on dit traumatisme de la corde, la section n'est pas uniquement le traumatisme de la corde. Si vous triturez un peu trop longtemps votre corde, vous pouvez avoir une dysgeusie qui va être beaucoup plus gênante qu'une agueusie. Donc, c'est pour ça qu'on dit des fois, une corde qui est malmenée, il vaut mieux la couper que trop la malmener. D'accord? Donc, voilà un petit peu votre exposition que vous devez avoir. Vous devez avoir votre, articulation incudostapédienne. Idéalement, donc vous pouvez voir votre fenêtre si vous avez une anatomie qui est très généreuse. Sinon, on va faire donc l'étape d'ensuite. Donc là, c'est toujours une chirurgie sur le décollement du lambeau. Donc on va passer ça, on a dit ça. L'encoche de Rosen, donc c'est si vous voulez, c'est l'étape où vous devez optimiser votre visualisation de la fenêtre vestibulaire. Idéalement, il faut visualiser le tendon, donc bien sûr l'articulation, la superstructure de l'étrier, le tendon pour pouvoir faire votre désarticulation et votre stapédectomie par la suite. Si vous ne visualisez pas bien votre tendon, c'est que vous ne visualisez pas bien aussi votre branche postérieure de l'étrier. Et c'est la branche postérieure de l'étrier qu'on coupe. Donc, il faut pas partir et couper à l'aveugle, parce que c'est là où vous pouvez provoquer soit des problèmes sur la chaîne ossiculaire, soit sur la platine, ou même sur le nerf facial qui peut être des fois déhissant et procident, et que vous pouvez pas voir si vous ne faites pas une bonne encoche de Rosen. Donc voilà un petit peu, il se fait, c'est la technique du cornet de glace, c'est-à-dire on fait des boules de glace si vous voulez. Il faut toujours éviter de trop enfoncer son Rosen et le geste doit être maîtrisé. Le risque primordial là, c'est carrément la luxation de la chaîne. Donc un geste qui vous file un petit peu entre les mains, vous allez luxer votre enclume, d'accord? Et pour un droitier, on dit que pour un droitier, la difficulté se situe à gauche et vice versa. C'est-à-dire personnellement, sur une oreille gauche, j'ai moins d'assurance que sur une oreille droite, si vous voulez, parce que le geste se fait un petit peu d'une façon anti-horaire, où vous pouvez où le Rosen peut vous filer entre les mains. Donc voilà un petit peu pour l'encoche de Rosen, on va pas s'éterniser dessus. Donc la désarticulation incudostapédienne. Avant, on nous a toujours appris à faire, avant de faire donc la désarticulation, il faut toujours vérifier la mobilité de votre chaîne, c'est-à-dire c'est le temps primordial de confirmation du diagnostic. Donc il faut toujours, si vous voulez palper votre articulation, vous allez voir que le marteau, enfin l'enclume bouge et l'étrier reste en place. Des fois vous pouvez visualiser le foyer autospongieux lorsqu'il est très très important. Bien sûr, en fait c'est une vraie articulation. Donc il faut bien visualiser votre interligne articulaire entre l'enclume et l'étrier. Et généralement ce qui se passe, c'est que on a tendance à louper un petit peu l'apophyse lenticulaire au niveau de l'enclume, ce qui nous fait que on a l'impression qu'il reste un petit bout d'étrier sur l'enclume, alors que non, c'est juste l'apophyse lenticulaire qui reste. Généralement, ça rend l'introduction du piston un peu plus difficile lorsque nous avons une apophyse lenticulaire un peu trop longue. La désarticulation, donc, elle doit être douce, ça va de soi, avec l'instrument que vous voulez, un crochet, un petit Rosen. Le temps où c'est là où il y a le plus de risque de luxer l'enclume. D'accord? Donc il faut être très très minutieux dans cette procédure. Donc voilà un petit peu, on va aller on utilise ça, c'est un tout petit Rosen qui est très coupant, qui est très beau à utiliser. Donc on va aller chercher cette interligne. Il faut que vous ayez votre Rosen qui passe entre les deux osselets. Il passe carrément, il transperce un petit peu, il traverse cette articulation.
Donc vous allez avoir après, c'est tout à fait normal, une enclume qui va être un peu plus mobile parce qu'elle a été désolidarisée de l'étrier, mais l'étrier reste complètement immobile. Et vous voyez que parce qu'il y a une capsule articulaire autour de cette articulation, elle est très vascularisée des fois. Donc des fois, dès qu'on touche à cette capsule articulaire, on a un saignement important, donc il va falloir gérer et ne jamais faire de platinotomie si vous avez un saignement en cours dans la caisse. Il ne faut pas que du sang pénètre dans votre vestibule. Donc voilà un petit peu pour cette désarticulation. L'exérèse maintenant de l'étrier, je vais essayer, je suis dans les temps où... Donc on va essayer d'être assez rapide. Donc l'exérèse de la suprastructure de l'étrier, donc il faut sectionner et le tendon et la branche postérieure de l'étrier. On peut séparer les deux, c'est-à-dire en deux temps différents, mais l'idéal c'est de les sectionner en même temps. Après on fait juste un petit mouvement de luxation en prenant comme pivot la branche antérieure de l'étrier, et là on casse notre étrier, et là il vient facilement avec une micro-pince ou avec une aspiration. Des fois, lorsqu'on a tendance un petit peu à luxer notre étrier et qu'on voit que notre platine commence à bouger, il faut pas insister, il faut aller directement couper aussi la branche antérieure, parce qu'en insistant, vous allez ramener directement votre platine. Donc voilà un petit peu le temps de la section. Donc on visualise très bien donc notre tendon et la branche postérieure juste derrière. Idéalement c'est de les prendre en même temps et de donner un coup de micro-ciseau net et précis pour faire votre stapédectomie. Donc voilà, là le tendon a été coupé. On coupe aussi la branche postérieure et on fait ce petit mouvement avec une pointe de rotation antérieure sur la branche antérieure qui va luxer l'étrier. Vous voyez, on a une très belle platine là. Là, on a une exposition parfaite sur la platine. Et voilà, avec une petite pointe, et on désarticule et on va aller la chercher avec une micro-pince. Donc vous voyez un petit peu la corde, elle vient gêner le champ opératoire. Il faut savoir la retirer très délicatement. Donc voilà, l'étrier retiré. Donc après on procède à notre platinectomie. Avant la platinotomie, avant de venir à Babloued, je la faisais avec une très fine, comme je pense tout le monde. À Babloued, nous utilisons actuellement un autotool. Donc je vais vous montrer tout à l'heure donc une autre vidéo avec l'utilisation de l'autotool. Là vous voyez ce saignement au niveau de la fenêtre vestibulaire. Il faut jamais faire une platinotomie sur du sang comme ça, sur une flaque de sang comme ça dans le vestibule. Donc ce qu'on utilise, on fait des petits tamponnements. Vous pouvez pas faire d'hémostase électrique, vous pouvez rien faire. Vous utilisez juste des petites cotonnettes adrénalinées. Et vous allez voir que vous allez avoir une hémostase parfaite par la suite, parce que c'est des micro-capillaires qui sont à ce niveau. Donc il faut bien contrôler. Vous voyez là, juste après la mise en place de la cotonnette, la platine est parfaitement propre, il n'y a pas de sang, et vous allez faire, ça c'est une très fine. Donc on pose délicatement, là aussi c'est un temps très primordial, parce que en cas de platine flottante, vous pouvez avoir votre platine qui va se tirer, vous pouvez casser votre platine, et le trou doit être calibré. Le mouvement il doit être maîtrisé. On pousse pas, on pose juste la très fine et on fait des mouvements de rotation. C'est ces mouvements de rotation qui vont amener la platine à être perforée. Voilà l'autotool. Donc l'autotool c'est un micromoteur si vous voulez, avec des fraises de diamètre très réduites où on peut contrôler le diamètre donc de la platinotomie de 0,4, 0,5, 0,3 mm. Donc c'est un petit micromoteur qui tourne et avec lequel on a moins de risques d'avoir des complications sur la platine. Donc il faut toujours aspirer avant de faire vous voyez le sang là, même avec des boulettes de coton, il a été très difficile à juguler.
Donc il faut bien aspirer et placer après votre autotool délicatement posé. Il s'actionne comme un micromoteur donc de chirurgie otologique. Donc avec une pédale. Et vous allez réaliser votre platinotomie par la suite. Vous voyez le trou là, donc la platinotomie a été faite. Il a l'avantage, donc sur la très fine, d'avoir une découpe nette. Donc on a une platinotomie qui est parfaite, qui est nette. Et surtout, on peut adapter le piston selon le diamètre de la fraise qu'on a, c'est-à-dire à disposition en salle opératoire. Donc la mise en place du piston, généralement facile quand on y arrive la première fois, mais quand on se loupe la première fois, le piston devient souvent capricieux. C'est des pistons Teflon que nous utilisons. Le Teflon, il a une mémoire, donc en fait à trop triturer le Teflon, il a tendance, surtout pour les petits diamètres, donc les pistons de 0,4 mm de diamètre, ils sont ils ont la fâcheuse qualité de se tordre facilement. Donc on met d'abord le fût, donc au niveau de la platinotomie, et on amène la boucle donc avec un mouvement de rotation sur votre enclume. Voilà, ça se clipse et on laisse le Teflon à une mémoire. C'est-à-dire il y a certains adeptes qui disent qu'il faut fermer la boucle par la suite. J'ai eu la mauvaise expérience de tenter ça, peut-être que c'est moi, peut-être que c'est voilà. À chaque fois, souvent, j'ai des surprises en fermant un petit peu la boucle du Teflon. Ça marche mieux pour les prothèses en titane, mais pour le Teflon, c'est un peu plus délicat. Il a une mémoire, donc il se ferme automatiquement par la suite. Il faut bien contrôler votre fût. Il faut qu'il soit dans la platine. Il faut pas qu'il soit sur la platine et en dehors du trou. Il faut bien qu'il soit à l'intérieur. Il faut vérifier aussi votre montage. Donc on mobilise un petit peu la chaîne et vous allez voir votre piston qui va, là ce n'est pas fait sur cette vidéo, mais il faut mobiliser votre chaîne pour voir votre piston justement faire des mouvements de haut et en bas, et c'est ce qui assure l'effet columelaire par la suite. Bon, ça je le fais plus actuellement, donc ça je l'ai fait à une autre époque, donc cette vidéo. En fait, généralement on bloque, si vous voulez, le montage, c'est-à-dire pour éviter, j'ai eu des petits soucis sur des autospongioses où j'ai eu un petit peu mon fût qui était un peu trop, qui était un petit peu coupé trop par ras, ou qui n'était pas, j'avais pas de mesureur. Donc en fait, ce que je mettais, je bloquais un petit peu la chaîne, enfin la fenêtre avec un petit bout de graisse. Donc ça évitait les déplacements latéraux du fût de mon piston. Voilà, c'est la méthode d'un petit peu que j'ai trouvé pour assurer mon bloc. Enfin, et là, vous voyez, c'est à ce moment-là, lorsqu'on vérifie la chaîne, vous allez avoir cet effet columelaire qui va prouver que votre montage a été fait. Je vous ai dit donc ce petit bout de graisse qui va de toute façon donc se disparaître par la suite, se résorber par la suite, va nous assurer un petit blocage, surtout pour la période post-opératoire immédiate. Réveil, anesthésiste un petit peu impatient de partir et tout, qui réveille votre patient trop rapidement, ou des efforts un peu trop importants donc dans la période post-opératoire, vous pouvez avoir votre piston qui se tire. Là, vous assurez un petit peu votre coup. La fin de l'intervention, bon, il faut rabattre le lambeau, il faut bien s'assurer qu'il n'y ait pas de perforation du lambeau et réaliser une tympanoplastie ou réaliser donc une myringoplastie dès que vous avez une perforation que vous avez créée. Donc c'est des perforations iatrogènes. Donc il faut colmater ça, il faut pas laisser en place. On ne mèche pas, on laisse l'oreille telle quelle, il n'y a pas de raison de mècher. Vous pouvez mettre un peu de Gilita si vous voulez, mais l'oreille cicatrise parfaitement donc lorsque vous adoptez cette voie. D'accord? Je sais qu'il y a des adeptes du mèchage. Voilà. Nous, personnellement, notre école, donc on ne mèche pas donc une oreille qu'on opère pour autospongiose.
Voilà, les suites opératoires. Pour finir, donc il faut savoir que c'est une chirurgie qui est très satisfaisante, mais qui est capricieuse. Donc il faut savoir bien l'appréhender avant de commencer déjà et de se dire qu'on peut opérer une autospongiose. L'information du patient est primordiale. Le bilan préopératoire est important. C'est une chirurgie qui est codifiée et qui nécessite un compagnonnage tout au long de sa carrière. On apprend toujours de ses erreurs surtout. Et pour finir, il y a que les chirurgiens qui n'opèrent pas, qui n'ont pas de complications. Là, les complications que vous allez avoir sur une autospongiose, je vous assure qu'elles vont vous donner des sueurs froides et des nuits blanches. Voilà. Et je vous remercie. Ah, vas-y. Vas-y. Donc, je tiens à remercier professeur Mrarbi pour, pour cette brillante démonstration. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Ceci dit, je tiens à mettre mettre deux petits cas cliniques, enfin, de la série des patients que j'ai opérés. Au fait, vous avez bien remarqué que M. Mrarbi a tendance à faire des chirurgies très classiques, très bien codifiées. Il n'y a rien à dire. Ceci dit, on a été enfin à la même école avec M. Hasbelawi et M. Boujner. On a appris ensemble à faire nos premières autospongioses. Et puis, au fur et à mesure, on a tout un chacun sa petite expérience, on modifie un petit peu certaines choses. Et puis, dans ce cas que où je vous montre, moi, je continue toujours à faire mes platinotomies à la trifine ou au perforateur platinaire. Et puis, ça nous arrive parfois, par mégarde ou bien par un souci de matériel, de faire un petit peu des trous platinaires un petit peu supérieurs au diamètre du piston qu'on a en réserve. Donc, nous avons deux types de pistons, soit des 0,4, soit c'est des 0,6. Et puis, parfois, ça nous arrive de faire un petit trou qui nous semble un peu trop grand. Eh bien, vous avez bien vu que M. Mrarbi, au cours de la chirurgie, a mis de la graisse pour colmater le montage. Et puis, il y a d'autres alternatives qu'il faut quand même essayer de connaître et de maîtriser. Notamment dans ce cas où on a fait cette platinotomie un petit peu, on va dire, un petit peu grande. Et puis, par souci de stabilité du piston et par souci d'étanchéité du montage, on a pris comme matériau de colmatage de l'endoven prélevé au niveau de dos de la main. On a taillé sur une dimension de 0,5 mm² et qu'on a étalé sur la platine. Donc, on a procédé comme suit. Donc, désolé, j'ai une vidéo de moins bonne qualité que celle de Mrarbi. Là, donc, oui, donc, ça, c'est l'endoven qu'on a étalé. La veine qu'on met, on étale sur la région de la fenêtre vestibulaire. Et à l'aide de votre tréfine, vous essayez un petit peu d'introduire cet endoven dans le trou platinaire. Et ce n'est que par la suite que vous allez ramener votre piston et que vous allez mettre en deux temps cette fois-ci. Le premier temps, vous devez insister à mettre votre piston bien dans le trou platinaire parce que là, on ne le voit pas comme dans la première intervention. Et puis, ce n'est que par la suite que vous allez le clipper autour de la branche descendante de l'enclume. L'idéal, c'est de faire ça en une seule fois pour essayer d'éviter d'avoir des complications telles que la luxation. Et puis moi par la suite, j'ai toujours tendance à aller fermer ma boucle du piston. Comme ça, je suis sûr qu'elle va pas se luxer. Et puis à la fin, pour être sûr que votre montage est stable, vous recherchez le signe de la courbure. Vous prenez une pointe courbe et vous allez appuyer sur le fût de votre piston. Quand le fût du piston il va se courber sans sortir, sans se déplacer, vous êtes sûr que vous êtes en plein centre du trou platinaire. Et en fin d'intervention, pour encore m'assurer, pour être sûr de ne pas reprendre mon patient, je vais aller tirer sur l'endoven
pour être sûr une fois aussi que mon endoveine elle est bien fixée, elle va pas sortir. Donc cette endoveine elle va assurer un petit peu l'étanchéité et puis c'est un matériau qui est bien biocompatible, qui va rester assez longtemps. Dans l'entrevue de la littérature, c'est un matériau qui va rester bien au-delà que des matériaux comme du Gilita, du gel ferme ou bien du sang ou bien de la graisse comme utilisé par Monsieur Mralbi. Ça, c'est pour un petit peu cette démonstration d'endoveine. Et puis, c'est l'utilité de cette endoveine aussi. Moi, j'ai tendance aussi à l'utiliser dans mes reprises d'autospongiose. Là, j'ai un deuxième cas. Je ne vais pas m'attarder. Sur les chirurgies de révision. Vous avez un patient qui a été opéré pour autospongiose. Ça, en l'occurrence, c'est un patient qui a été opéré par un confrère, que je reprends dans ma consultation avec une reprise de la surdité de transmission. On fait un scanner, il nous parle d'un déplacement du piston. On décide de programmer ce patient et puis d'aller ouvrir. On ouvre la caisse pour voir. Une fois la caisse elle est ouverte, votre corde qui est toujours là, et puis on est toujours tenté d'aller prendre une pince et d'enlever complètement le piston. Chose qu'il ne faut jamais faire. Il faut s'assurer. Justement, ce piston il peut être fixé par des ponts fibreux à différentes structures de la caisse du tympan. Donc il peut être fixé au niveau au marteau, il peut être fixé à l'enclume, il peut être fixé aux parois de la caisse du tympan. Donc il faut aller au départ bien disséquer ce piston et de le libérer de toutes ses attaches. Ça, c'est très important. Si vous allez arracher directement le piston, vous pouvez ramener avec votre enclume et vous pouvez luxer votre chaîne ossiculaire. Donc, c'est un facteur d'aggravation, d'échec de cette reprise. Et puis, par la suite, une fois libéré de toutes ces attaches, il faut aller voir la région de la fenêtre vestibulaire. Cette fenêtre vestibulaire, vous pouvez avoir toujours des sortes de granulums. À ce moment-là, si vous les arrachez, vous ne disséquez pas bien, vous pouvez arracher ce granulum et entraîner une lésion labyrinthique, donc source de surdité de perception. Donc si vous faites ça, vous ne vous étonnez pas qu'à l'audiogramme de contrôle, vous ayez une cophose. Donc il faut faire très attention, libérer ce piston de toutes ses attaches. Ici, en l'occurrence, c'est un patient chez qui on a retrouvé des attaches, des fixations aux parois, à l'enclume et au marteau. On a dû le libérer et une fois libérer ces attaches. Et seulement à ce moment-là, on a luxé, libéré le piston de l'enclume. Et par la suite, on est allé checker la région de la fenêtre vestibulaire. On a toujours des fascias, des mésos qui recouvrent. Et une fois ces mésos-là libérés, il faut visualiser notre première platinotomie. Il faut aller la rechercher, bien la visualiser. Est-ce qu'elle est de taille normale? Est-ce qu'elle est augmentée de volume? Ou bien s'il y a de la fibrose qui ferme la région de la fenêtre vestibulaire. Il faut checker tout ça. Et bien évidemment, il faut toujours aspirer bien à distance, jamais dans la fenêtre vestibulaire et jamais au grand jamais dans la région de la platinotomie. Et par la suite, dès qu'on a enlevé toutes ces attaches, on visualise très bien notre platinotomie qui est ici. Cette platinotomie qui nous semble aussi, cette fois-ci, un peu grande pour un piston de 0,4 mm. Donc on décide de faire un prélèvement d'endoveine, toujours de l'étaler sur la région de la fenêtre vestibulaire, côté exoveine regardant vers la fenêtre vestibulaire, côté endoveine regardant vers la caisse du tympan. Et on procède comme tout à l'heure. Donc on place notre endoveine, on l'étale bien sur la région de la fenêtre vestibulaire. Moi, je fais toujours avec une pointe un repérage de l'endroit de la platinotomie, là où vous avez la région des clives où il y a un petit peu de sang là-bas. On met toujours le fût du piston en premier, dans la région dans la platinotomie, et puis on clip notre piston. Et je ferme toujours ma boucle à l'aide d'une pince. Et à la fin, on termine toujours par la recherche du signe de la courbure et on tire toujours sur notre endoveine pour être sûr qu'elle est bien en place. Et je vous remercie. Oui,
on va laisser la place au débat si vous voulez. Pour la première, pour le premier atelier. Oui, oui, monsieur. Y a un baladeur ou non? Très bien. Alors, d'abord, je suis fier de toi parce que tu es le plus jeune d'entre nous. Je suis fier parce que d'abord, tu as des gestes qui sont magnifiques. Deuxièmement, c'est vrai qu'on a tendance à ne pas vouloir fermer, mais bon, mais ça, c'est deux choses juste qui n'ont pas été citées. C'est qu'il n'y a pas que les pistons transplatinaires à insertion enclume. Il y a pas mal maintenant de pistons qui sont platinaires. Malleus, c'est vrai que ça coûte un peu plus cher, mais il faut savoir que ça existe. Deuxième chose, la très fine, c'est bien. L'autotool, c'est mieux. En fait, l'autotool, pourquoi? Parce qu'on a des fraises qui sont à différentes dimensions. Ça ne coûte pas plus cher que ça. Ça donne un confort. Je sais que nous avons appris, donc en même temps, donc on faisait cela avec une très fine. Sur les vidéos, juste un conseil, quand vous avez des images vertes, c'est que vous n'avez pas fait de white balance. Donc la balance sur blanc, ça c'est important. Et troisième chose, maintenant le diagnostic d'autospongiose avec l'imagerie, on n'a plus vraiment de problème diagnostique. Avant on partait, on n'était pas sûr, on voyait pas tout. Avec maintenant il y a une nouvelle génération de scans, et ça c'est juste... il y a les TDM photophoniques qui font des reconstructions où on a des surdités de transmission qu'on ne rattachait à rien du tout et maintenant on est sûr de foyer autospongieux. Ensuite, j'ai vu des images chez toi d'autospongiose que j'aurais pas touché. En fait, quand vous avez une autospongiose qui est péricochléaire avec un stade plus de 4, machin, etc., faut un peu se poser des questions, en tout cas pour les plus jeunes d'entre nous. Hein. Il y a des patients. Et après, sur les patients, je vais vous dire, faut toujours leur laisser le choix entre un appareillage et une intervention. Et c'est vrai que, bon, ça arrivera aux plus jeunes. Il faut être patient, il faut pas trembler. Vous ne tremblez pas et ça me plaît. Vraiment, bravo. Oui, d'autres questions? C'est pas une question, mais c'est une remarque. Une remarque. Donc déjà, je vous félicite pour ces vidéos. Sur les présentations, donc il y a eu à un certain moment on parlait de ne pas, c'est-à-dire quand on malmène la corde, on la coupe. Donc quand on fait vraiment une étude sur la corde, couper c'est fini, donc on n'a plus de goût, au moins du côté de là où il y a la corde. Mais s'il y a un malmenage, après un certain temps, on a une récupération. Donc ça, c'était une thèse qu'on a fait à Bnei Messous et ça nous a montré qu'il vaut mieux garder cette corde qui est malmenée que de la couper. Merci. Merci, M. Boujinah. En fait, c'était une exagération. Je dis, il faut couper la corde si elle est mal. Il faut pas forcément aller la couper non plus. Mais si elle est vraiment triturée, c'est-à-dire enfin vraiment malmenée, on dit que il serait mieux, mais je les ai jamais coupés volontairement. Voilà.